Merci de me permettre de vous parler de ce sujet très intéressant qui est donc l'optimisation de la perfusion et de l'oxygénation rénale via l'utilisation des vasopresseurs. Et on va essayer d'aborder tout l'aspect physiologique, physiopathologique de l'effet des vasopresseurs sur la perfusion, l'oxygénation rénale. Donc pour parler du meilleur vasopresseur, d'abord, il faut définir ce que c'est le vasopresseur idéal pour le rein. Ce serait un vasopresseur qui finalement rétablirait toutes les modifications induites par les différentes agressions. Donc un rétablissement du débit sanguin rénal lorsque celui-ci est altéré, un rétablissement de l'autorégulation rénale, on en a déjà beaucoup parlé, un rétablissement de l'oxygénation rénale, une meilleure optimisation de la microcirculation, un rétablissement de la filtration glomérulaire et si possible, essayer de prévenir donc, l'agression terminale qui va conduire à une mort cellulaire par apoptose ou par nécrose. Et donc la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que finalement la noradrénaline, qui est le premier vasopresseur qu'on utilise le plus fréquemment et très souvent en monothérapie, est-ce qu'il coche les cases du vasopresseur idéal? Alors pour répondre à ces questions, on a principalement des études qui sont physiologiques chez l'animal. D'abord un mot sur la noradrénaline. La noradrénaline, c'est un vasopresseur qui a un effet alpha-adrénergique, donc qui va entraîner une vasoconstriction artériolaire qui va permettre d'augmenter la pression de perfusion au niveau rénal. Il va aussi avoir un effet vénoconstricteur, ce qui va permettre d'augmenter le volume sanguin non contraint pour augmenter le retour veineux et ainsi le débit cardiaque. Et il va en plus avoir des effets bêta-adrénergiques qui va permettre d'augmenter le débit cardiaque. Donc tout ça sont les effets plutôt positifs attendus de la noradrénaline qui va à la fin améliorer le rein, mais il y a aussi des effets potentiellement négatifs, avec en particulier une ischémie qui peut être au niveau rénal aggravée par une augmentation de la vasoconstriction au niveau rénal. Donc si on regarde un petit peu les études physiologiques au niveau animal et physiopathologiques, il y a un certain nombre d'études, en particulier des études qui s'intéressent sur des modèles de sepsis par perfusion intraveineuse d'Escherichia coli. Et dans cette étude-là, qui est une étude qui date du milieu des années 2000, on avait, comme vous pouvez le voir, donc, un modèle de sepsis par injection intraveineuse d'Escherichia coli, avec les animaux qui sont en gris, avec une augmentation progressive des doses de catécholamine et de noradrénaline. Et donc il y avait le sepsis qui induisait une baisse de la perfusion rénale et l'augmentation progressive des catécholamines entraînait une augmentation de la perfusion rénale, une amélioration de cette perfusion rénale. Donc ça, c'était un modèle de sepsis par diminution qui entraînait une diminution de la perfusion rénale. Il y a à peu près dans la littérature autant de modèles animaux qui montrent des modèles de diminution de la perfusion rénale que des modèles qui montrent une hyperémie au niveau rénal induite par le sepsis. Et le problème, si on s'intéresse à cette littérature-là, c'est qu'il y a des données qui sont très contradictoires sur la noradrénaline. En particulier, si on regarde cette étude-là, qui est un petit peu plus récente, qui date de 2016, qui vient d'une équipe australienne par le professeur Lankadeva. Donc c'est un modèle ovin, donc c'était des moutons pour lesquels il y avait aussi une injection intraveineuse d'Escherichia coli. Et l'intérêt de ce modèle, ce qui était très intéressant, c'est que c'est un modèle qu'ils ont pendant une surveillance assez prolongée, pendant 32 heures. Et donc ils vont évaluer les effets systémiques et les effets rénaux au niveau de la perfusion de noradrénaline. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez en noir, c'est les animaux qui étaient traités par noradrénaline, et en blanc, c'était les animaux qui recevaient juste un remplissage vasculaire par cristalloïde. Et le traitement durait 6 heures et était induit 24 heures après l'induction du sepsis. Donc si on regarde d'abord les paramètres de macrohémodynamique, d'hémodynamique systémique, on peut voir qu'effectivement le traitement par noradrénaline va augmenter la pression artérielle moyenne et va très peu finalement modifier le débit sanguin rénal par rapport juste au remplissage vasculaire. Par contre, quand on regarde la microcirculation et en particulier la perfusion médulaire, on pouvait observer, donc c'est la courbe en bas à gauche, que la perfusion de noradrénaline entraînait une hypoperfusion médulaire rénale de manière beaucoup plus importante que lorsqu'on remplissait les animaux. Et ça entraînait une hypoxie médulaire, comme vous pouvez le voir sur la courbe au milieu en bas. On avait la PTiO2 médulaire qui était diminuée chez les animaux traités par noradrénaline. Donc on a quand même des données dans la littérature sur les effets juste propres de perfusion et d'oxygénation de la noradrénaline sur le rein qui peuvent être assez contradictoires.
Dans le choc hémorragique, il y a très peu de données qui s'intéressent vraiment à l'effet sur la perfusion rénale. Donc, cette étude-là est une étude assez récente faite par le professeur Libert, où il s'est intéressé sur un modèle de choc hémorragique porcin à l'effet d'une réanimation par cristalloïde seul versus cristalloïde plus noradrénaline à faible dose et cristalloïde et noradrénaline à forte dose. Ce qui était intéressant dans cette étude, c'était que vous avez ici représenté donc, en bas à gauche un marqueur de la perfusion rénale réalisé par échographie rénale de contraste, et en bas à droite un marqueur d'oxygénation rénale, donc c'était la PTiO2 rénale. Et en tout cas, ce qu'on avait observé dans cette étude, c'était qu'il n'y avait aucune différence entre les différents groupes. C'est-à-dire que réanimer dans le cadre du choc hémorragique avec des doses importantes de vasopresseurs, en tout cas, n'entraînait pas d'hypoperfusion aggravée sur le rein, n'entraînait pas non plus d'altération de l'oxygénation tissulaire. Par contre, les résultats qui étaient intéressants, c'était que les animaux qui étaient réanimés avec noradrénaline avaient une hémodilution qui était beaucoup plus faible parce qu'ils étaient beaucoup moins remplis. Ce qui, dans la réanimation du choc hémorragique, peut être extrêmement intéressant. L'autre gros résultat de cette étude, c'était qu'il n'y avait pas du tout de différence sur les lésions morphologiques rénales objectivées en anatomopathologie. Et donc, quel est le retentissement de ces effets physiologiques chez l'être humain ? Donc, quand on regarde l'effet sur le volontaire sain, on prend des patients, qui ne sont pas des patients, des volontaires sains, et on leur administre de la noradrénaline, et on se rend compte que la noradrénaline seule induit une hypoperfusion rénale, et sans véritablement modifier le débit de filtration glomérulaire. L'effet sur l'hypoperfusion, elle était inhibée lorsqu'on ajoutait en plus de la dopamine, qui avait un effet vasodilatateur au niveau rénal. Au niveau des patients, les données sont quand même beaucoup plus rares sur l'effet précis sur la perfusion et l'oxygénation rénale. On a cette étude-là qui date de 2011 où les auteurs se sont intéressés à une petite population, donc 12 patients qui présentaient un choc vasoplégique en post-opératoire d'une chirurgie cardiaque. Et ils ont fait des épreuves de montée de pression artérielle avec la noradrénaline. Ils sont passés de 60 à 75 et 90 mm de mercure. Ils ont ensuite observé le retentissement sur la perfusion et l'oxygénation, surtout sur la perfusion rénale, via un cathéter veineux dans la veine rénale. Et ce qu'ils ont observé, c'était que la perfusion de noradrénaline n'induisait pas de modification vraiment du débit sanguin rénal. Par contre, il augmentait le transport artériel en oxygène au niveau rénal et le débit de filtration glomérulaire. Ce qui était intéressant également dans cette étude, c'est que l'augmentation du débit de filtration glomérulaire n'était pas associée à une augmentation de la consommation d'oxygène au niveau rénal, alors que normalement il existe une relation linéaire entre débit de filtration glomérulaire et consommation d'oxygène au niveau rénal. Au bloc opératoire, qu'en est-il ? Parce que c'est aussi au bloc opératoire qu'on utilise beaucoup cette molécule, et de plus en plus sur les dernières années. Donc, cette étude-là, elle est très intéressante parce qu'elle s'intéresse sur un volume très très important de patients. Sur 26 centres américains, ils ont regardé l'évolution de la réanimation hémodynamique au bloc opératoire sur 32 000 malades pendant 5 ans. Ils sont aperçus qu'il y avait une diminution du volume de remplissage qui était administré en parallèle d'une augmentation de la quantité de vasopresseurs, et en particulier la noradrénaline et la phényléphrine, en parallèle de cette diminution d'utilisation des cristalloïdes. Et la conséquence sur le rein, c'est qu'ils observent au cours du temps une augmentation de la proportion de patients qui présentent une insuffisance rénale post-opératoire, avec une analyse de risque qui montre que finalement, quand on utilise plus de catécholamine, eh bien, on augmente le risque d'insuffisance rénale. Donc même si cette étude elle présente pas mal de limites, on a quand même l'impression que la noradrénaline, elle apporte peut-être un risque sur le rein. Et c'est surtout vrai en chirurgie cardiaque. Il y a quand même pas mal d'études qui montrent peut-être un surrisque d'utilisation de la noradrénaline en périopératoire de chirurgie cardiaque, avec une étude physiopathologique qui avait l'avantage de regarder la PO2 urinaire, ce qui est un reflet de la PTO2 médulaire. Et en tout cas, lorsqu'ils augmentaient la quantité de noradrénaline chez les patients, ils avaient une diminution de la PO2 urinaire, et inversement, lorsqu'ils diminuaient la quantité de noradrénaline, ils avaient une augmentation de la PO2 médulaire. Et dans une grande étude rétrospective sur 5000 malades, l'utilisation de noradrénaline en périopératoire de chirurgie cardiaque était directement associée à une augmentation de l'insuffisance rénale et de la mortalité.
Donc finalement, est-ce que le problème de toutes ces études-là, c'est pas qu'il y a, comme on l'a déjà dit, une grande hétérogénéité de réponses aux vasopresseurs chez nos patients, avec des patients qui, comme dans cette étude-là, s'intéressaient à la réponse en vasopresseurs monitorés en échographie rénale de contraste. On avait finalement autant de patients qui montaient leur perfusion rénale que de patients qui baissaient leur perfusion rénale. Et donc finalement, est-ce que la solution à tout ça, c'est pas qu'il faut plus monitorer ce qu'on fait, et en tout cas monitorer la perfusion périphérique, ça peut être au niveau rénal par l'échographie rénale de contraste, par le Doppler rénal, mais ça peut être aussi au niveau périphérique sur d'autres sites, et peut-être l'oxygénation tissulaire, avec la PO2 mais urinaire, qui est peut-être quelque chose de très intéressant. Donc tout ça est dit sur la noradrénaline. Maintenant, la deuxième question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut faire mieux que la noradrénaline? Donc on va s'intéresser à d'autres vasopresseurs, en particulier la vasopressine et l'angiotensine 2. Ce qui est intéressant, c'est que, donc là vous avez une cellule musculaire lisse, c'est quand on regarde comment est-ce que ces vasopresseurs-là induisent une vasoconstriction. En fait, ils passent à peu près par les mêmes mécanismes, c'est-à-dire l'augmentation de la phospholipase C qui va entraîner une augmentation de la libération de calcium intracellulaire. Mais il va y avoir plein d'autres effets positifs. Donc la vasopressine, c'est une neurohormone qui est produite au niveau de l'hypothalamus et qui est sécrétée par l'hypophyse et qui va entraîner une vasoconstriction par la stimulation des récepteurs V1 et une rétention hydrique par stimulation de la production de l'aquaporine 2 par les récepteurs V2. Donc, quelles sont les données animales dont on dispose pour savoir si la noradrénaline fait mieux que la vasopressine? Eh bien, on reprend la même équipe australienne qui a le modèle ovin sur 32 heures, et ils ont fait exactement le même modèle, sauf qu'ils ont rajouté cette fois-ci la vasopressine. Donc là, la vasopressine, elle apparaît en noir sur les courbes, et la noradrénaline en blanc. Donc déjà, sur la macrohémodynamique, la noradrénaline semble faire mieux sur le débit cardiaque. Mais si on s'intéresse à la perfusion et à l'oxygénation rénale, eh bien, on a la noradrénaline, le groupe noradrénaline, présenter une augmentation de l'hypoperfusion au niveau médulaire et de l'hypoxie médulaire par rapport à la vasopressine. C'est-à-dire que la vasopressine pourrait présenter des avantages juste sur la perfusion et l'oxygénation rénale. Ça a entraîné aussi une meilleure fonction rénale avec une clairance de la créatinine qui était meilleure dans le groupe vasopressine. La raison pour laquelle la vasopressine fait probablement mieux, c'est que la noradrénaline induit une vasoconstriction au niveau de l'artère rénale afférente et efférente. Et la vasoconstriction au niveau de l'artère rénale afférente, la conséquence, c'est une diminution du débit de filtration glomérulaire. Alors que la vasopressine va entraîner une vasoconstriction préférentiellement sur l'artère rénale efférente. Ce qui fait qu'il y a une augmentation de la pression au niveau glomérulaire et donc une augmentation du débit de filtration glomérulaire. Ça va entraîner une diminution de l'ischémie médulaire en aval et peut-être un effet très intéressant de la réabsorption hydrique. Peut-être qu'aussi la vasopressine, ça induit une meilleure adaptation microcirculatoire. Là, c'était une étude d'un choc hémorragique sur des hamsters qui étaient réanimés par soit cristalloïde, soit noradrénaline, soit arginine vasopressine. Et vous avez donc des marqueurs de microcirculation, donc de fonction capillaire, enfin la densité capillaire ou l'adhésion leucocytaire au niveau vénulaire. Et les hamsters qui étaient réanimés par arginine vasopressine avaient une amélioration de tous ces paramètres-là, alors que la noradrénaline n'entraînait pas d'amélioration. Donc peut-être que la vasopressine va avoir des effets pathologiques très intéressants. Qu'en est-il sur les études cliniques? Finalement, on a peu de preuves de la supériorité de la vasopressine. On a l'étude Vanish en 2016 qui s'intéressait à l'effet de la vasopressine versus noradrénaline chez les patients en choc septique. Il n'y avait pas de différence significative sur le critère de jugement principal qui était le nombre de jours sans défaillance d'organes, sans défaillance rénale. Mais il y avait un signal peut-être sur le fait que les patients traités par vasopressine avaient moins besoin d'être épurés. Il y avait 25% d'épuration extrarénale versus 35%. La créatinine plasmatique maximale et la diurèse étaient améliorées aussi un petit peu mieux dans le groupe vasopressine. C'est confirmé par une méta-analyse qui reprend toutes les grandes études randomisées dans le choc septique où l'utilisation de la vasopressine pourrait diminuer le besoin en épuration extrarénale. Et peut-être que ce qu'il faut faire davantage, et ce qui sera un peu l'avenir de la réanimation, ce dont on a déjà parlé, c'est la médecine personnalisée. Parce que lorsque on identifie des sous-phénotypes d'insuffisance rénale aiguë
et qu'on regarde en fonction de ces sous-phénotypes quelle est la réponse à la vasopressine, eh bien on peut mettre en évidence que certains sous-phénotypes d'insuffisance rénale aiguë est associé à une diminution de la mortalité lorsqu'on les traite par vasopressine versus noradrénaline. Donc il y a très probablement un certain nombre de patients qui vont plutôt bénéficier de la vasopressine et d'autres qui vont pas vraiment bénéficier de la vasopressine. Donc il faudrait trouver un moyen pour les trouver. Au cours du choc hémorragique, je passe rapidement parce qu'il y a très peu d'effets démontrés du traitement par la vasopressine, en tout cas sur le rein, si on s'intéresse juste sur le rein. Et dans la chirurgie cardiaque, on avait beaucoup parlé des effets délétères de la chirurgie cardiaque avec des patients de la noradrénaline dans le contexte de la chirurgie cardiaque. Eh bien, qu'en est-il de l'utilisation de l'arginine vasopressine? Eh bien, on se rend compte que dans cette étude-là, qui est une étude randomisée contrôlée de 2017, eh bien, l'utilisation de vasopressine entraînait une diminution d'un critère composite qui est associé mortalité et complications. Et quand on s'intéresse à toutes les complications, c'était surtout l'insuffisance rénale aiguë post-opératoire qui était fortement diminuée par l'utilisation de la vasopressine. Donc une fois de plus, il y a peut-être une population de patients en chirurgie cardiaque, ça a l'air d'être intéressant. Un mot rapidement sur la terlipressine, qui est un agoniste sélectif des récepteurs V1, pour lequel il y a surtout une preuve de la supériorité par rapport à la noradrénaline dans le cadre du syndrome hépatorénal sur la décompensation des patients cirrhotiques, mais il n'y a aucune preuve chez des patients non cirrhotiques d'utilisation de la terlipressine par rapport à la noradrénaline, et la terlipressine pourrait augmenter la quantité de nécrose digitale. Enfin, on va terminer sur ce vasopresseur un peu plus récent, donc, qui est l'angiotensine 2, avec un effet vasopresseur, en tout cas une efficacité vasopressive qui est connue depuis cette étude ATOS 3 qui date de 2017 et qui avait bien montré une amélioration de l'état de choc réfractaire lorsqu'on ajoutait de l'angiotensine 2 à des patients sous noradrénaline. Et des études ancillaires de cette étude ATOS 3 se sont intéressées à quel est l'effet chez les patients, précisément la sous-population de patients insuffisants qui présentaient une insuffisance rénale aiguë avec une épuration extra-rénale. Eh bien, ils avaient observé un effet positif sur la mortalité, en tout cas chez les patients qui ont une insuffisance rénale aiguë dans le cadre d'un sepsis avec une épuration extra-rénale, lorsqu'on ajoutait de l'angiotensine par rapport à un placebo, avec pareil comme pour la vasopressine, une diminution de la nécessité d'avoir recours à une épuration extra-rénale. Et une autre étude post-hoc de cette étude ATOS 3 avait mis en évidence que probablement il y a aussi un certain nombre de patients qui vont répondre favorablement à l'angiotensine, et on peut les dichotomiser par le dosage de rénine. C'est les patients qui ont un dosage de rénine élevé qui vont répondre à l'angiotensine, alors que les patients qui ont une rénine normale ne répondent pas à l'angiotensine. En conclusion, donc, les messages principaux que je veux transmettre, c'est que la noradrénaline, ça reste quand même le médicament de première intention dans le traitement de l'état de choc, parce qu'on a quand même des effets bénéfiques qui sont évidents. Il y a quand même des données qui sont contradictoires dans la littérature, avec, chez certains patients, probablement un risque d'aggraver l'hypoperfusion au niveau rénal. Et donc il existe des alternatives, comme la vasopressine et l'angiotensine, qui pourraient améliorer l'oxygénation et la perfusion rénale. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ces traitements-là peuvent avoir un effet bénéfique, c'est qu'on doit les utiliser très précocement, avant d'avoir un état de choc réfractaire. Et enfin, ce qu'il faut faire, c'est s'orienter vers une médecine personnalisée pour essayer d'identifier les différentes sous-populations de patients qui vont mieux répondre aux autres vasopresseurs non catécholaminergiques, la vasopressine et l'angiotensine. Ça peut être soit par déterminer des sous-phénotypes des maladies, ou ça peut être aussi en augmentant notre capacité de monitorer ce qu'on fait, monitorer la perfusion périphérique, et pour vérifier déjà que les traitements qu'on administre induisent l'effet qu'on attend. Je vous remercie pour votre attention.